C'est l'histoire d'un âne, d'un esclave et d'un mec qui revient à la vie chaque fois qu'il meurt. Ils sont tous les trois dans un podcast, et là, arrive un homme révolté qui dit non. Attendez, vous pensez que c'est le début d'une mauvaise blague ? Eh bien non, on évoque tout ça dans ce nouvel épisode d'Entrepods où on cause du libre arbitre. Allez, place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Et bonjour à tous. Salut, bienvenue. Bienvenue sur Entrepods, le podcast qui fait des nœuds au cerveau avec des mangas. On parle un tout petit peu de philo, mais vraiment qu'un tout petit peu, promis. Ouais, tout est question de point de vue et de subjectivité. Ça va, Carna ? Ça va et toi ? Ça va super. Ça y est, là je peux le dire officiellement, parce que l'épisode d'avant, c'est vrai que j'ai un peu menti, il faisait un peu froid, mais ça y est, il fait beau putain. Je suis enfin bronzé. Ok, et du coup, puis-je être l'oiseau de mauvais augure qui t'annonce que le week-end prochain il pleut ? Non, pourquoi tu dis ça ? Je te hais. Ah, très bien. Ceci signe la fin d'Entrepods, mes amis. Et voilà, double déception, c'est foutu. Du coup, plus sérieusement, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet particulièrement vaste qu'on retrouve absolument à toutes les sauces, le libre arbitre. Et du coup, j'ai une petite question pour toi, Maxime. Ah, mais dis-moi, je me demande ce que ça va être. Comment est-ce que tu décides de tes actions ? Oula, alors bonne question. J'avais prévenu qu'on aimait se faire des nœuds au cerveau. Et ben là, excuse-moi, je prends 2 lacets et je n'arrive pas à les enlever l'un de l'autre. Comment je décide de mes actions ? En fait, c'est assez compliqué parce que je suis quelqu'un qui a du mal à sortir de sa zone de confort. Donc, en fait, je décide toujours de faire des choses que j'ai déjà fait, ce qui est un peu paradoxal parce que du coup, je me limite. Même quand je fais des actions, même quand tu vois, quand je vais acheter un manga, je suis toujours attiré par ce que j'ai l'habitude de lire, ce qui est un peu dommage quand même parce que je découvre pas tant que ça d'œuvres qui sont au-delà de mes goûts. Ouais, mais du coup, c'est un euh, gros avantage puisque tu ne te retrouves pas avec une bibliothèque de plus de 3000 mangas. Alors, oui, mais bon, les séries rallongent, me tuent à petit feu. Je crois que c'est ça, ma zone de confort. Les séries de 40 tomes et plus. Non, mais plus sérieusement, ouais, c'est assez limitant et paradoxalement, je travaille dessus pour essayer d'aller de l'avant quand même et essayer de voir ce qu'il y a de l'autre côté de la matrice. De la matrice. Eh bien, ça tombe bien que tu parles justement de zone de confort, puisque le libre arbitre, en fait, comme on le fait d'habitude, on va du coup s'intéresser à la définition en fait du terme qu'on étudie, mais également à son étymologie, puisque pour le coup, le libre arbitre n'est pas un mot unique, c'est un mot composé. Et en fait, la définition du Robert, elle est à la fois très claire et pas du tout. C'est-à-dire que pour le Robert, le libre arbitre, c'est une volonté libre, non contrainte, qui n'a pas de maître. Et donc, si on va plus loin, c'est là on va tomber dans le dictionnaire de philosophie des éditions Armand Collin, qui lui estime qu'en fait c'est un pouvoir de choix ou de décision qui repose sur le rôle du jugement dans la détermination de la volonté à agir d'une manière ou d'une autre. En gros, cela veut dire plutôt que je suis le maître, la maîtresse capable de déterminer ce que je fais ou pas. Ouais, parce que dans libre arbitre, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est à la fois la notion de la volonté, la liberté. Effectivement, enfin, c'est dans le mot, donc c'est évident. Mais ce qui revient aux épisodes précédents où on vous expliquait que quand on fait un choix, on est responsable, on est à l'origine de cette action. Et donc, il y a toujours cette dimension du jeu qui rentre en compte. Et contrairement à ce qu'on a pu voir précédemment, il y a aussi cette dimension du jugement qu'on a avec la définition du dictionnaire, puisque l'étymologie du mot libre arbitre vient du latin liberum arbitrium, qui est composé à la fois de liber, c'est-à-dire
libre, et arbitrium, qui veut dire le jugement, le pouvoir, la volonté. Et du coup, le libre arbitre, c'est pas seulement la liberté en tant que grand mot, en tant que mot valise, on va dire. C'est une vision de la liberté qui peut être en opposition ou plus ou moins éloignée d'autres types de libertés, comme on l'entendrait avec la liberté politique, la liberté psychologique, la liberté morale, par exemple. Bref, il y a plusieurs types de liberté. Et donc aujourd'hui, on voulait vraiment s'intéresser à la liberté de juger en tant qu'individu. Tout à fait. Et pour s'intéresser au libre arbitre qui concerne l'individu, on va déjà commencer par s'intéresser à la liberté qui est tournée vers l'action et du coup qui va chercher à s'émanciper des passions par le choix. Et donc là, on va commencer tout simplement par Saint Augustin qui, en fait, lui, il a créé le mot libre arbitre, mais cette notion, on la retrouve très tôt dans le Phédon de Platon, puisque Socrate émettait déjà le fait qu'on ne pouvait pas tout expliquer sans considérer les décisions qu'on prend de nous-mêmes. En fait, dans le bouquin, face à lui, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a des lois intangibles, notamment l'air, l'éther, le feu, et que ce sont des choses qui sont hors de notre compréhension. Sauf que, bien que ça existe hors de nous, il faut déjà avoir conscience de cette chose, et nous sommes créateurs, créatrices de notre rapport avec cet objet, sinon il n'existe pas. Tout à fait. Quant à Saint-Augustin, lui, en fait, on lui attribue la création du mot, enfin du terme libre arbitre en Occident. On n'est pas sûr qu'en Asie ou ailleurs, le terme n'ait pas existé avant Saint-Augustin. Bah justement, on en reviendra à la fin de l'épisode Voilà. où on verra que le mot a déjà été cité bien avant lui. Voilà. Et pour lui, en fait, c'est en cherchant pourquoi le mal existe sur Terre alors que Dieu se veut être une entité bonne, qu'il se rend compte qu'en fait, la volonté des hommes a un pouvoir qu'il va nommer le libre arbitre. Pour lui, l'homme est le seul responsable du péché. Il n'y a pas de cause du mal en Dieu. Dieu, c'est le bon absolu, tandis que l'homme, lui, il a le pouvoir de choisir de ne pas être bon. Et donc il dira d'ailleurs, Dieu a conféré à sa créature, avec le libre arbitre, la capacité de mal agir, et par là même, la responsabilité du péché. Donc en réalité, même si la religion estime que Dieu a créé l'être humain à son effigie, Dieu nous aurait donc donné le libre arbitre, et cette capacité à choisir de comment nous devons agir, et donc d'en porter la responsabilité. Et du coup, ça revient à l'épisode précédent de ce qu'est la responsabilité, de comment on la catégorise, et au final, des conséquences que ça peut avoir sur notre individualité. Mais bon sang de bon Dieu, Karna, mais tu es une petite araignée qui met des petits fils entre chaque épisode, tellement la métaphore est filée, en fait. C'est la première fois qu'on me compare à une petite araignée. Oui, mais une araignée mignonne. Je prends. Je prends. Et cette notion de libre arbitre, c'est quelque chose, à travers la vision de Saint Augustin, bien sûr, c'est une chose qui va revenir avec Buridan, plutôt, qui est un théologien du XIVe siècle, et qui a développé une allégorie pour expliquer sa vision du libre arbitre. Alors, si vous connaissez l'histoire du chat de Schrödinger, on est à peu près dans la même vibe. Ouais, c'est à nouveau avec un animal, puisque c'est l'âne de Buridan, qui justement va chercher à expliquer la notion de libre arbitre. En fait, dans cette métaphore, il y a un âne qui est placé entre un seau d'eau et un seau d'avoine, et il doit faire le choix, soit d'aller vers le seau d'eau, mais du coup ne pourra pas manger, soit d'aller vers le seau d'avoine, mais du coup ne pourra pas boire. Et du coup, face à ces deux choix impossibles à ne pas considérer l'un sans l'autre, eh bien, cet âne va petit à petit se laisser mourir, puisque les deux options sont insatisfaisantes. Et du coup, rapporté à l'homme, ça permet à Buridan d'expliquer que le libre arbitre peut être rapporté à ce qui s'appelle la liberté d'indifférence, c'est-à-dire que on peut faire des choix, mais il va toujours y avoir une dimension à prendre en compte qui est les conséquences que cela crée. Si je ne peux pas choisir l'avoine
sans choisir l'eau et inversement, eh bien, je n'ai qu'à me laisser mourir. Je suis donc indifférent. J'ai le droit à un non-choix au lieu d'être voué à faire un choix. Et le non-choix, c'est déjà un choix. Oula, C'est ça ça. devient compliqué là. Bah, c'est comme le principe de ne pas croire, c'est déjà croire. Exactement. Et donc, dans le libre arbitre, il y a donc cette liberté d'indifférence. Et ça me paraît un peu logique, parce qu'au final, avoir juste 2 possibilités, c'est extrêmement contraignant, et il suffit que tu changes de paradigme pour te rendre compte qu'au final, tu n'as pas que 2 possibilités. Totalement. Ben, en fait, c'est la question de la détermination. C'est ça. Si on te force à choisir un chemin, eh bien, justement, tu es forcé. Bah, c'est ça. Et du coup, et je suis extrêmement heureux de pouvoir en parler, enfin, après 3 mois avec ce podcast, je peux enfin parler de mon animé préféré. Spoiler alerte, il s'identifie au perso qui est archi toxique. Malheureusement, c'est très vrai. C'est un red flag monstrueux. Cet animé, c'est Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Sekatsu, ou plutôt Re:Zero, tout simplement, écrit par Tappei Nagatsuki. Re:Zero, donc c'est un animé à la fois publié sur Crunchyroll avec une 40aine d'épisodes, si je me souviens bien, et également publié en manga chez les éditions Ototo et en light novel chez les éditions Ofelb. Donc, Karna, tu vas sûrement me dire, mais qu'est-ce que raconte Re:Zero? Mais qu'est-ce que raconte Re:Zero, Maxime? Eh bien, très bonne question. Re:Zero raconte l'histoire de Subaru Natsuki, qui est un hikikomori. Tu vois ce que c'est, hikikomori? Ouais, c'est ces individus-là qui sont totalement marginaux dans la société japonaise et qui vivent enfermés chez eux de Ouais, c'est peur ça. de confronter la société. Exactement. Et du Oh, coup, je suis lui, trop forte. mais excuse-moi, mais à question pour un champion, Samuel Etienne te donnerait 3 points. Pas sûr. Félicitations. Franchement, je suis pas sûre. En tout cas, Subaru, c'est un jeune homme donc qui est hikikomori, qui vit reclus dans sa chambre à 17 ans. Et un jour, il va dans un combini. Et en sortant de ce combini, sans savoir pourquoi, il cligne des yeux et paf, il est transporté dans un monde parallèle. Et bah du coup, what the fuck, je suis dans un monde parallèle. Bon bah ok, je suis le héros de l'histoire. J'imagine, j'ai des super pouvoirs. Je dois sûrement sauver une princesse. Allez go. Et en fait, C'est il le se rend... moment de changer de vie, les gars. Mais exactement. Et en fait, en rencontrant une jeune femme mystérieuse qui lui dit s'appeler Satella au début, il se rend compte qu'en fait, il est pas si puissant qu'il pensait, puisqu'il va mourir. Quoi? Attends, quoi? Le mec a spoil? Non, non, pas de souci, c'est l'histoire. Non, parce qu'en fait, justement, en voulant aider cette certaine Satella, il se fait tuer et se rend compte qu'il revient à son point de départ, le moment où il a été transporté dans ce fameux monde. Il va revivre plus ou moins les mêmes événements. Et, bizarre, j'ai revu cette même Satella, mais quand je lui ai dit « Excuse-moi, tu t'appelles Satella ?» Elle a pas du tout réagi comme la première fois. Ok. Bizarre. Oh non, je viens de me faire tuer une deuxième fois. Et en fait, voilà, c'est un manga où ce héros, Subaru, est un peu coincé dans une boucle infernale, celle de la mort, et il va devoir tout faire pour surmonter chaque moment où il va mourir, et surtout, tout faire pour aider cette jeune femme qu'il vient de rencontrer, Satella, Emilia, ou que sais-je. Malheureusement, c'est un manga où le héros est confronté à la question de la destinée, à la question du libre arbitre, justement, notamment au cours d'un épisode, l'épisode 18, qui est sûrement l'un des plus marquants, puisque dans cet épisode, il est encore en train d'aider Emilia, mais d'une manière un peu trop... Intrusive. Exactement. Le mot, c'est intrusif, c'est exactement ça. Parce que, justement, dans ce manga, lui se souvient de chaque fois où il a aidé chaque personne, il garde les mêmes rapports, mais vu que le monde a été reboot, tout le monde a oublié ce qu'il a fait pour les gens. Et justement, en souhaitant aider, il devient extrêmement narcissique, arrogant, et Emilia lui fait comprendre que, mais en fait, moi je te connais depuis une semaine, t'es qui? Elle lui a sorti un PTDR, t'es qui, hein, qu'on se le dise honnêtement. Et justement, dans cet épisode 18, il est complètement détruit, puisqu'il a vu bah, justement Emilia pardon, mourir encore, remourir dans des conditions atroces, voir d'autres personnages qui arriveront plus tard dans l'histoire mourir également de manière atroce. Et donc, il a 2 choix
qui s'offre à lui. D'un côté, aller directement au manoir pour prévenir Emilia d'un danger qui arrive, ou demander de l'aide à une autre prétendante au royaume, point sur lequel je ne vais pas revenir, mais qui a de l'importance. En gros, aller voir quelqu'un. Et face à ces deux choix, comme l'âne de Buridan, il Se casse. se casse complètement. En fait, Quel homme il courageux, est ce complètement indifférent face à la situation parce que détruit mentalement et décide de s'enfuir avec un autre personnage étant complètement lâche et voilà, c'est une sorte de mort en fait. Il se laisse mourir au lieu de faire un choix. Et je Bah, trouvais c'est que une mort c'était une belle sociale, hein. métaphore. Exactement. Il disparaît et voilà, je trouvais que c'était une merveilleuse métaphore pour illustrer l'âne de Buridan parce que entre choisir l'option numéro 1 ou choisir l'option numéro 2, non. Son libre arbitre fait que il fait le mal, comme le dit saint Augustin, et ce mal réside dans le fait d'être complètement indifférent face à la situation. Mais du coup, ça montre bien que le libre arbitre, au final, c'est pas forcément une liberté totale, puisque dans la lâcheté, il y a une sorte de conformisme. Mais de toute façon, devoir prendre une décision, quelle qu'elle soit, c'est s'imposer des contraintes. Totalement. Et la Et- liberté, enfant, moi, j'avais dit à ma mère, ah, mais je rêve, je voudrais j'ai trop hâte d'être adulte pour pouvoir être libre de ce que je vais faire. Hmm. Et elle m'a regardée et elle m'a dit, mais ma fille, c'est bien de vouloir être adulte, mais tu crois que les oiseaux qui peuvent voler partout, s'ils n'ont pas de lieu où se poser, ils sont vraiment libres? Et toi, t'es là? Ah bon. Ah putain, j'y avais pas pensé à celle-là. Et 20 ans après, ton choix fut de créer un podcast. Ouais, t'as vu. Voilà. C'est ton petit nid au final. Tout est lié. Piou piou, piou piou. Mais donc, cette liberté d'indifférence et cette métaphore de l'âne, ça montre bien que le choix ne fait pas la liberté en tant que telle. Et ça, Descartes, justement, et ses méditations métaphysiques, il l'a bien montré puisque il estime que le libre arbitre, c'est un peu le degré zéro de la liberté, puisque justement, l'humain fait certes des choix, mais ces choix ne sont pas éclairés. Et justement, on en a parlé de Descartes la dernière fois, où on parlait de l'importance de la raison. Et justement, le libre arbitre n'est pas éclairé par cette raison. Il faut atteindre un degré supérieur pour introduire cette notion et donc être complètement libre. Donc, autrement dit, avec le libre arbitre, en fait, on fait certes des choix, ok, d'accord, ça on est bon, mais il n'y a pas la notion du bon, du vrai. Tu sais, ce qu'on a vu la dernière fois, où on disait il faut douter pour atteindre la raison, etc. Ouais. Mais ça, juste en faisant des choix, ben, on est dépendant des contraintes mathématiques, des contraintes Ouais, bien sûr. naturelles, de nos perceptions, etc. Et tout de même, il faut quand même prendre en compte un point positif avec le libre arbitre, puisque selon Descartes, celui qui agit de sa propre initiative, donc qui par sa propre volonté n'a aucune détermination extérieure, eh bien celui-ci, il obtient une puissance créatrice infinie dont lui seul est la cause. Donc le libre arbitre est le début de la liberté la plus totale. Et donc pour nous expliquer la vision d'un libre arbitre qui se définit selon des choix mais qui ne prend pas en compte les conséquences des actions, tu voulais nous parler d'un animé qui est sorti récemment sur Netflix, non? Oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Netflix est en train de lâcher du business, enfin du budget sur la partie animée. Et donc, il y a plein de trucs qui arrivent. Et notamment, il y a un animé qui m'a beaucoup intrigué, qui s'intitule The Grim Variation, qui est signé Wit Studio, si je ne m'abuse. Ah, ok. Ouais. Qui est sorti récemment. Et donc, en fait, je crois qu'il y a une douzaine d'épisodes, si je ne m'abuse, un truc comme ça. Et donc, en fait, chaque épisode, en fait, est une réinterprétation d'un conte de Grimm. Et c'est surtout une inversion totale de l'histoire. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, en tout cas, le lien avec le libre arbitre se fait notamment avec le premier épisode de l'animé qui revisite complètement l'histoire de Cendrillon. Oh. Oh. Donc elle va trouver le prince charmant à la fin? Alors, le pire, c'est qu'elle va le trouver. Ah, mais, ok. pas comme on l'entend. Ah. Alors,
Dans l'histoire traditionnelle de Cendrillon, c'est une jeune femme dont le père riche s'est remarié avec une affreuse belle-mère et lorsqu'il décède, la belle-mère et ses 2 belles-sœurs, donc les filles de la belle-mère, prennent complètement le pouvoir et transforment Cendrillon en servante. Grosso merdo, c'est un peu l'idée. De fil en aiguille, elle va réussir à gagner son indépendance vis-à-vis de cette famille plus ou moins démoniaque et va finir par épouser le prince charmant et elle vivra heureuse avec ce prince et aura beaucoup d'enfants. Du moins, ça, c'est la version Disney. Dans cette version-là, je n'aborderai pas la version des Frères Grimm qui est extrêmement gore puisque, pour ceux qui ne savent pas, les 2 belles-sœurs vont se mutiler pour essayer de rentrer dans la chaussure en verre de Cendrillon. Allez, super. Voilà, et bonne année. Mais dans la version de Wit Studio, déjà, on n'est plus en Europe, on est au Japon. Cendrillon est une petite fille dont la maman est décédée et elle incite fortement son père, elle réclame à son père une nouvelle maman et elle lui demande d'épouser la femme qu'il semble fréquenter à ce moment-là. Ok. Cette femme a également 2 filles et donc ils vont se marier, les 3 femmes vont intégrer la famille et on va se retrouver face à un personnage de Cendrillon assez ambivalent dans le sens où elle va avoir un visage social de petite fille parfaite qui cherche absolument à se rapprocher de ses 2 grandes sœurs qu'elle aime à la folie. Et de l'autre côté, plus on avance dans l'histoire et plus on se rend compte qu'il y a une couille dans le pâté. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Et en fait, on réalise que Cendrillon, qui s'appelle Kyoko dans cet épisode, a une espèce de trouble manipulation narcissique. Parce qu'en fait, elle considère les personnes qu'elle aime, donc son père, sa belle-mère, ses sœurs, comme ses jouets. What the fuck, ok. Ouais, elle les considère comme ses jouets. Et en fait, on est bien loin du coup de la fragile Cendrillon. Et là, son unique but, en fait, à cette petite Kyoko, c'est de s'amuser avec les personnes qu'elle aime, qu'elle considère comme ses poupées. Ok. Mais à aucun moment, il y a cette notion de ce qu'elle fait est mal. Elle est juste en mode, je veux jouer avec mes poupées. Et moi, j'ai cette scène, alors je suis désolée, je vais un peu spoiler, mais j'ai cette scène hyper marquante en tête où typiquement la belle-mère est en fin de vie et ok. Kyoko lui dira cette phrase qui est tragique. Moi, j'aime jouer avec mes poupées, mais quand mes poupées sont cassées, je les mets à la poubelle. Et la belle-mère de Kyoko décède. Wow. Ok. Et donc là, on est face à un personnage qui a ce côté quasi divin créateur, en fait. Puisque elle passe son temps à faire en sorte que elle s'amuse. En fait, son unique but, c'est de s'amuser. De s'amuser, de prendre plaisir avec ses jouets. Et donc, tout va dans ce sens-là. Et du coup, si je comprends bien, elle cherche pas à comprendre son univers. Ah, pas du tout. Pour reprendre la formule de Descartes, voilà, on doute de tout, etc. Au contraire, elle, full pulsion, elle se fait plaisir et... C'est ça, elle est vraiment en mode, les gens que j'aime sont mes jouets, et je veux juste jouer avec mes jouets à ma façon. Ok. C'est assez drôle parce que, comme tu le dis, c'est une jeune enfant. Ouais, mais tu la vois grandir dans l'épisode, hein, tu la vois devenir adulte et tout. Hein. Ah, donc d'accord, en fait, ok. On la suit, au tout début de l'épisode, c'est une jeune enfant qui a moins de 10 ans, je pense, et en fait, elle devient une jeune femme, je pense, d'une 17-18 ans, un truc comme ça. Ah oui, ok, donc effectivement, début d'adulte, c'est ça. Toujours à ne pas chercher à comprendre son monde. Waouh, ok, d'accord. C'est ça. Elle est toujours, même au début de sa vie d'adulte, en mode... Et il y a, à la fin de l'épisode, il y a cette phrase que je trouve terrible, où elle parle à sa poupée qu'elle a depuis l'enfance, et elle lui dit « Ils nous auront bien divertis ». Et je trouve cette phrase extrêmement terrible, parce que derrière, t'as quand même des morts, C'est drôle parce que... drôle, je sais pas si c'est le bon terme, mais le mot « divertir », il y a la dimension du jeu qui apparaît. C'est ça. Et l'addiction est aussi une sorte de déterminisme. Ça détermine notre comportement. C'est ça. Et en fait, moi, cet épisode-là,
Je l'imagine, en fait, j'ai tendance à le comparer beaucoup avec cette image qu'on a de Dieu est un enfant capricieux avec une loupe sur une fourmilière. Oui, Tu vois ce que je veux dire effectivement. Et c'est totalement ça, en fait. C'est vraiment, Kyoko, elle est vraiment maîtresse de son univers, complètement, Mhm. et elle s'amuse avec ses poupées. Alors, dans un style tout autre, quand on a écrit cet épisode, j'ai cherché à trouver un perso dans le même style, qui essaie d'aider, mais qui ne pense jamais aux conséquences de ses actions. Et je t'en parlais en début d'épisode, Ouais. enfin en début en off, je trouvais que Anya, dans Spy Family, est aussi une bonne illustration de l'âne de Buridan. Donc C'est vrai. Spy Family, c'est un manga disponible chez Kurokawa avec 12 tomes actuellement publiés en France et 13 tomes au Japon. Pour ceux qui sont pas au courant, il y a un film qui vient de sortir. Également disponible depuis cette semaine, on tourne le 21 avril et il est disponible donc depuis mercredi dernier, c'est ça ? C'est ça. Ok. Et donc ce manga de Tatsuya Endo, il raconte comment Twilight, le plus grand espion du monde, doit trouver une famille artificielle, enfin doit créer une famille artificielle pour sa nouvelle mission dans le pays voisin qui serait susceptible de lancer une sorte de guerre froide, si on peut dire. Ouais, ils sont sur le point de déclencher la guerre. Ouais. Concrètement, on peut comparer ça à l'Allemagne de post-Seconde Guerre mondiale avec l'Est et l'Ouest. Et pour vivre dans cet autre pays, ils doivent former une famille composée, in fine, d'une mercenaire et d'une petite fille qui s'avérera être capable de pouvoir lire dans les pensées, autrement dit, elle est télépathe. Télépathe. Attention, quand on parle de télépathe, on ne parle pas du tube cathodique où on fait cuire des télépathes. Oh Pardon. Je l'avais tellement pas. Même moi, je l'avais pas, j'arrivais pas à l'expliquer. Bref. En tout cas, dans ce manga, donc Twilight rencontrera Yor qui s'avérera être une mercenaire et Anya qui s'avérera être une télépathe sans qu'il ne sache la vérité quant à ces deux personnages. Et du coup, je il va tiens y quand avoir... même à signaler qu'un jour, nous ferons le podcast en vidéo pour que vous puissiez apprécier toutes nos réactions et vous marrer avec nous parce que ça reste priceless. Ah non, mais il y avait un gros blanc là, c'était magnifique. En plus de ça, j'ai vu la tronche que je tirais, j'étais là, je fais... Quoi ? Je comprends vraiment pas là. Quel est quoi ? et du coup, forcément, vous l'aurez compris, entre un espion, une assassin et une enfant télépathe, où chacun ne sait pas la vérité de l'autre à part Anya, puisqu'elle peut lire dans les pensées, forcément, il va y avoir énormément de rebondissements, notamment humoristiques. Et ce qui est assez drôle avec ce manga, c'est que justement, Anya, elle peut lire dans les pensées, et du coup, elle va toujours essayer d'aider son papa ou sa maman, mais elle va jamais penser à qu'est-ce qui peut vraiment se passer. Elle va toujours se dire mon papa c'est un espion, donc quand il va déjouer la bombe, je vais essayer de l'aider, et du coup je vais faire ça. Mais en fait, elle s'imagine pas qu'une bombe, en fait, ça peut genre détruire un quartier ou causer plein de dégâts, etc. Pour elle, non, elle va juste jouer à Super Bond. Ceux qui auront la ref, elle va jouer à Super Bond avec son papa et sans jamais prendre vraiment conscience de ce qui peut se passer. Et justement, c'est aussi une belle illustration du libre arbitre comme premier degré de la liberté totale, puisque ok, elle fait des choix, mais elle est quand même dépendante de sa condition qui est celle d'un enfant. Puis un enfant qui a pas la lumière à tous les étages. Exactement. Et donc, au final, l'enfant, de manière générale, l'enfant avec un grand E, c'est pas un être qui est totalement libre, puisqu'il n'a pas encore accès à cette raison que cherche à montrer Descartes. Et donc, voilà, Spy Family, c'est aussi un manga qui, étonnamment, parle de liberté, bien évidemment de liberté politique, vu le contexte du manga, mais aussi de liberté de nos actions à travers cet exemple-là que je trouve très mignon. Et d'ailleurs, petite question, parce que là, par exemple, tu viens de dire que l'enfant n'ayant pas de raison, il n'est pas totalement libre.
est d'accord? C'est ce que j'ai Ouais. compris. Ouais, totalement. Tu sens la douille arriver. Hein. Mais vas-y, fonce. Du coup, est-ce que justement on pourrait pas partir du principe inverse, à savoir que sans raison, tu es beaucoup plus libre qu'avec raison? Alors, c'est encore... j'ai l'impression qu'on fait ça à chaque épisode, mais justement, quand on va traiter des pulsions, on va sûrement aborder la question de la liberté. Est-ce que quand je suis mu par des forces autres que ma simple réflexion, est-ce que justement je suis libre? Est-ce que finalement les animaux qui, bon, en tout cas on n'a pas Django, encore prouvé, réponds à voilà. la question. C'est pour toi que ça s'adresse. Est-ce que Django est libre? Est-ce que le chien de Karna est libre? Bien plus que nous? Bah, d'une certaine façon, peut-être. Je sais pas, il vient de ronfler. On notera quand même que je viens de comparer les enfants aux animaux. Et Je le fais tout le temps, t'inquiète. bon, ok, Je ça le va, vis ça va. plutôt bien, moi. Ça va, ok. Mais les enfants sont adorables, gros cœur. Ouais, toutes tes questions de point de vue. En tout cas, pour revenir sur la notion de libre arbitre, il y a aussi celle de Spinoza qui est encore plus pessimiste que celle de Descartes, c'est ça? Ouais, en fait, pour Spinoza, c'est pas compliqué. Le libre arbitre, ça n'existe pas. Vous voulez du libre arbitre? Eh ben, mangez du vent. Concrètement, c'est un peu l'idée. Parce que pour lui, quoi qu'il arrive, on est forcément déterminé à faire des choix. C'est ce qu'on va appeler le déterminisme dur. Pour lui, chaque action a une cause qui elle-même a une cause, et ainsi de suite. C'est un cercle sans fin. Dès lors, lorsque j'agis, si je me fie à ce que Spinoza estime, je me crois libre, je suis dans cette illusion de liberté. Mais en réalité, mesdames et messieurs, je ne le suis pas réellement, car je ne connais pas l'entièreté des causes qui m'ont poussé à agir de cette façon. D'ailleurs, c'est une théorie qui est reprise plus tard par Nietzsche, et encore plus récemment par John Fisher. Et à titre d'exemple, l'un des mangas, enfin les mangas qui correspondent le plus à cette définition de ce qu'est le libre arbitre, eh bien, ce sont nos grands amis, les shonen Negetsu. Dans le shonen Negetsu, au tout départ, on nous vend un appel à l'aventure, un gamin qui veut se libérer de ses chaînes, mais il y a toujours quelque chose derrière. Par exemple, Luffy, c'est le fils de dragon. Naruto est le fils de Minato. Il y a cette notion de filiation qui a ses conséquences. Ouais, il y a toujours une cause en fait derrière le perso surpuissant qui se présente à nous en fait. C'est ça. Il y a cette idée voilà de transmission et de c'est typiquement le poids de l'héritage en fait concrètement. En tout cas dans le cas des persos de Shonen Negetsu qu'on vient de citer, c'est le poids des héritages. Être le fils d'eux a forcément des conséquences, être la fille d'eux a forcément des conséquences. Et c'est d'ailleurs souvent une expression qu'on reprend nous pour catégoriser certains individus. Ah c'est une fille d'eux, c'est un fils d'eux, qui explique certaines dérives comportementales. Dans donc Éthique de Spinoza, en fait le déterminisme dur, on peut le considérer d'un point de vue familial, comme tu vois, tu disais la cause de mes pouvoirs, c'est déjà l'héritage de mes parents. Tout à fait. C'est le cas dans MHA. Oui, totalement. C'est je le tiens d'un cheveu de All Might. Ce qui est intéressant avec Spinoza, c'est que justement la cause aura toujours une cause elle-même qui aura une cause, etc. Et donc, il y a un procédé qui fait que, puisqu'on ne peut pas trouver la cause originelle, eh bien, forcément, on n'est pas libre, on est déterminé par un rapport causal, d'où le déterminisme causal. Et donc, dans le déterminisme causal, en fait, la cause de tout, c'est Dieu. Dieu non pas en tant qu'entité, comme pourrait l'entendre Saint-Augustin, mais plus Dieu comme esprit omnipotent à l'origine de tout. Et en fait, je cherchais une histoire où justement la cause, la condition de notre héros ou de notre héroïne est elle-même déterminée par une cause antérieure qui est elle-même déterminée par un processus antérieur. Et en fait, je me suis dit, dans Tokyo Ghoul, manga de Sui Ichida, disponible chez Glénat en 14 tomes pour la première série et 16 tomes pour Tokyo Ghoul Heureux, eh bien, justement, on a, selon moi, un peu ce rapport causal, puisque dès le départ, on suit l'histoire de Ken Kaneki, jeune homme qui évolue donc dans un monde où évoluent des ghouls, des êtres affamés de chair humaine, et
un jour, il se fait proposer un date par une jeune fille qu'il vient de rencontrer, qui s'avérera être une goule qui va tenter de le dévorer. Et par un heureux hasard, des tuiles tombent sur, enfin des tuiles, un échafaudage, bref, un Ouais, chantier complet. C'est tout un chantier qui lui tombe sur le coin du bec. Exactement. Un chantier complet va tomber sur les deux, les deux personnages. Et heureux hasard, Lise va mourir. En tout cas, on pense que. Mais Et- pas heureux hasard. Mais malheureux hasard, Ken Kaneki va récupérer les organes de Lise et donc va devenir lui-même une demi-goule. C'est-à-dire qu'il oscillera à la fois entre son côté humain et son côté monstre. Peut-être on en reparlera dans de futurs épisodes, mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que, en fait, dans Tokyo Ghoul, il y a toujours une cause derrière chaque action des personnages. Mm. Alors, d'un côté, on va avoir les ghouls qui, la cause de pourquoi elles mangent, c'est le fait qu'elles ont besoin de chair humaine. Mais dans toute l'organisation des protagonistes, des antagonistes, de la police qui combat les ghouls, en fait, chaque rôle, chaque personnage va avoir pour cause quelque chose qui a été décidé il y a des dizaines d'années. Ken, vers le milieu de la première série, va plus ou moins se faire capturer par Aogiri, qui est un peu l'organisation pro-ghoul, un peu comme Magneto qui veut tuer tous les humains pour donner sa pleine liberté aux mutants. Bah là, c'est plus ou moins la même chose. Alors, si jamais vous êtes une goule, s'il vous plaît, restez loin de moi. Vous me faites peur. Je vous Non, le dis. justement, soyons amis avec les ghouls, vivons ensemble, merde. Non, je veux pas mourir. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Je suis trop jeune pour ça. Même si je suis plus âgée que Maxime, je suis trop jeune pour ça. Mon foie, il est éclaté. Laissez-le tranquille. Tu verras, je te prouverai que les ghouls sont des vraies personnes, on ira au Café Leblanc ensemble. Écoute, je viens de regarder Fallout. Vraiment, les ghouls? Non, c'est bon, merci. S'il vous plaît. Non, c'est bon. Ah, c'est bon. Ça va. Bon, Je en très tout bien cas- sans ça, sans... Franchement... En tout cas, on se rend compte que l'organisation Aokiji, qui semble être l'organisation la plus suprême, la plus importante, celle qui manipule tout, se fait elle-même manipuler par une entité, dont je ne révélerai pas l'identité aujourd'hui. Mais en tout cas, cette entité est liée aussi au héros Ken Kaneki, et on se rendra compte encore après, alors qu'on pensait que cette personne était le mastermind de tout, eh bien non, encore à nouveau, il y a quelqu'un derrière, et plus l'histoire continue, et plus il y a révélation sur révélation sur révélation. Et donc, Ken Kaneki, le seul choix qu'il a pu faire, c'est celui de dater cette jeune fille. Et malheureusement, du moment où il l'a rencontrée et lui a proposé un rendez-vous amoureux, eh bien, sa vie est rentrée dans un cycle de déterminisme qui l'amènera à sa mort, ou peut-être pas. Bref, Tokyo Ghoul, c'est un manga disponible aux éditions Glénat, manga que j'aime tout particulièrement, et disponible donc en 14 tomes pour sa série principale et 16 tomes, si je me souviens bien, pour sa série secondaire. Mais d'un autre côté, ce qui est intéressant avec le libre arbitre, c'est qu'on a aussi Sartre. Toujours lui, encore. En fait, la liberté pour lui, c'est une condamnation pour l'homme. Alors, c'est pas une condamnation à mort au sens strict du terme, mais nous sommes obligés de faire un choix. Même si cela est considéré comme un non-choix d'un point de vue sociétal. Mais même, comme on a vu avec l'aine de Buridan. Genre, ne pas choisir entre l'option 1 et 2, Tout choisir à aucune fait. option, Tout à c'est fait. un non-choix, même d'un point de vue pas social. Mais du coup, en fait, on a déjà abordé rapidement la conscience réflexive de Sartre. Et en fait, il y a un livre de vulgarisation de philo qui a été écrit par Olivier Tiblou, qui aborde en fait justement le libre arbitre selon Sartre. Et dans ce livre, il cite un extrait d'article compilé dans Situation 3, où Sartre dit qu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, durant le régime d'occupation, nous étions libres. À travers cette phrase qui est, je vous l'accorde, chers amis, extrêmement
choquante, elle illustre quand même en fait la conséquence du libre arbitre. L'homme, à proprement parler, n'est pas régi par le régime. Autrement dit, et là on cite clairement l'ouvrage, la liberté n'est pas le résultat d'un droit, mais plutôt l'exercice d'un choix. Et donc en fait, la liberté, se résume à faire des choix. Chers auditeurs, chères auditrices qui avez choisi de nous écouter, justement. Et Malgré les pour conseils, malgré les remarques de vos parents. Qui a osé faire ça? Justement, les parents, c'est le régime, mais malgré le refus, vous avez quand même fait votre choix. Notre audience est quand même majoritairement adulte. C'est vrai, merde. Notre audience est tout de même majoritairement adulte. Je tiens à le signaler. Et donc, pour aborder cette vision de la chose, toi, tu voulais nous parler de Neon Genesis Evangelion. Ouais, totalement. Justement, en fait, j'aime beaucoup cette phrase de Sartre, parce que Situation 3, donc c'est un ouvrage que j'ai découvert, dont j'ai lu certains des articles pour l'occasion, et effectivement, je suis tombé sur ça à travers le livre d'Olivier Tiblou. Et en fait, justement, c'était intéressant de voir qu'il y avait aussi la confrontation du régime par rapport à la liberté. C'est-à-dire que, comme il le dit, il faut dépasser la société pour considérer la liberté qui est au final un processus individuel. Et donc, cette confrontation entre droit, entre régime, entre ordre et libre arbitre, effectivement, on le retrouve totalement dans Neon Genesis Evangelion. Il y a différentes manières de découvrir l'œuvre, puisque on vous le conseille bien évidemment de commencer par la série disponible sur Netflix actuellement, en 26 épisodes. Par la suite, il y a un film, The End of Evangelion, qui vient compléter la première série. Mais vous pouvez aussi continuer l'aventure avec la quadrilogie des films Rebuild, disponible sur Amazon. Mais si vous êtes un lecteur ou une lectrice de manga avéré, il y a également une réédition actuellement publiée chez Glénat en 7 tomes, une version deluxe qui vient tout juste de se terminer, où justement on a une fin un peu différente, mais qui raconte plus ou moins la même histoire. Bref, Neon Genesis Evangelion, c'est un manga qui raconte un drame. Un drame qui a coûté la vie à toute la civilisation, puisque en l'an 2000, il y a un astéroïde qui s'écrase sur le pôle sud, et cet astéroïde va tuer la moitié de la population mondiale. 15 ans après, on suit la vie, on va dire, d'un jeune homme qui s'appelle Shinji Ikari, qui est un peu un jeune garçon qui a pas de motivation, qui est un peu taciturne, si on peut utiliser des mots compliqués dont on ne connaît pas le sens. Mais malgré ça, il se retrouve embarqué dans une aventure qui le dépasse, puisque son père va l'appeler pour participer à une expérience. Cette expérience, en fait, c'est le fait de monter dans des sortes de robots gigantesques, donc surnommés les Evangelion, qui ont pour but de combattre les anges des extraterrestres qui veulent rejoindre Adam, le premier ange, celui qui était à l'intérieur de l'astéroïde, celui-là même qui s'est écrasé dans les années 2000. Le truc, c'est que la relation entre Shinji et son père Gendo Ikari, donc le patron de cette expérience, illustre assez bien la logique entre régime et régime au sens ordre et libre arbitre. Puisque sur la bonne moitié de la série, on va avoir un Shinji Ikari qui va se soumettre aux ordres de son père. Je me souvenais d'un Shinji Ikari très soumis justement à l'autorité. Totalement. Il y a une sorte de comment dire, de pouvoir qu'a le père sur son fils, où le fils justement cherche à prouver qu'il vaut quelque chose à son père, et le père en face va pas... Il va pas être réceptif. Ouais, totalement, ne va pas donner d'importance à ce que fait son fils. Pour lui, il est juste un élément d'une équation beaucoup plus grande. Et la série prend un sens tout à fait particulier au moment où Shinji va décider de ne plus respecter les ordres de son père, où il va dépasser le régime en choisissant ce que lui veut. C'est-à-dire qu'il va continuer à monter dans le robot,
mais non pas pour son père, mais pour lui. La liberté, c'est celle du choix. Alors, ça peut paraître très basique comme phrase, et effectivement, je vous l'accorde, mais le choix n'est pas déterminé par l'autre. Tout à l'heure, on parlait de la volonté sans maître. Ben justement, Shinji a dépassé son statut d'esclave pour respecter ce que lui veut et donc être libre. Et donc, cette illustration, elle montre une chose, c'est que ce soit à travers la vision de Descartes, qui parle du libre arbitre comme le début de toute liberté, ou Sartre qui dit que on dépasse le simple ordre pour atteindre la liberté en tant que condition de vie, c'est qu'il y a un but performatif derrière le libre arbitre, qui est celui de vouloir vivre dans un monde meilleur, que ce soit le sien ou celui d'une société complète, c'est ça? Tout à fait. Il y a effectivement un but performatif vers un monde meilleur. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, durant l'Antiquité, le libre arbitre était synonyme, en fait, d'émancipation. Typiquement, dans l'oracle de Delphes et de Socrate, il y a cette phrase qu'on connaît tous, « Connais-toi toi-même » avant d'agir. Et cette phrase, elle est reprise par un philosophe des années 60 qui s'appelle Habermas. Pour lui, en fait, s'émanciper, ça revient à se libérer des passions et des dogmes grâce à la raison. Donc en gros, s'émanciper, c'est briser toutes les chaînes qui vous contraignent d'une certaine façon à agir dans une direction plus qu'une autre. En gros, si j'ai bien compris, c'est on se libère des croyances. C'est ça. Croyances sur lesquelles on reviendra dans un prochain épisode, puisque vaste sujet. Et en fait, Habermas dit que la self-reflection est à la fois intuition et émancipation. Donc, la self-reflection, c'est le connais-toi toi-même. Mais également compréhension et libération de la dépendance dogmatique. Le dogmatisme est considéré comme étant la fausse conscience. C'est une erreur et ça enchaîne nos existences. En parallèle de ça, on a également Camus dans L'homme révolté qui aborde le libre arbitre comme un symbole de la révolte. Toujours dans les commentaires de Tiblou, dans L'homme révolté de Camus, le libre arbitre vient au jour avec la révolte. En fait, comme on l'a vu avec Descartes, Kant ou encore Sartre, Nietzsche ou d'autres, se révolter, c'est en réalité en venir à s'opposer aux juges extérieurs, aux faux semblants, à ceux qui veulent agir à notre place. Concrètement, la révolte, c'est ça. Nous sommes nous-mêmes par la désobéissance. À l'inverse, l'obéissance, la lâcheté, la mauvaise foi, bref, c'est être assujetti au dogme, à une forme d'idéologie. Et dans L'homme révolté, ce que montre Camus, c'est que l'homme peut dire non à n'importe quel moment face à ceux qui pensent être son maître. Le révolté va faire volte-face pour reprendre Camus, et en fait, il n'a plus honte de lui-même, répondrait Nietzsche. Concrètement, pour Camus dans L'homme révolté, le libre arbitre, c'est accepter de briser les chaînes qu'on nous impose pour enfin se révéler être nous-mêmes. Et là, cette idée-là, cette interprétation, enfin en tout cas cette interprétation du libre arbitre, on la retrouve beaucoup dans The Seven Deadly Sins, disponible chez Picard en 41 tomes, fini, créé par Nabaka Suzuki, et qui illustre justement le droit, et j'irai même plus loin, l'obligation de résistance. Pour ceux qui ne connaîtraient pas The Seven Deadly Sins, l'histoire se déroule dans un royaume fictif. Il y a 10 ans, un groupe de mercenaires appelés les Seven Deadly Sins s'est rebellé contre les chevaliers sacrés, la garde du royaume. Depuis, ils ont complètement disparu de la surface de la Terre, personne ne sait ce qu'ils sont devenus, mais tout le monde les cherche parce qu'il y a une grosse prime sur leur tête. Grosso merdo, c'est un peu l'idée. Très beaucoup de crayons des primes d'ailleurs, parce que quand on voit la vraie tête des gens, après sur les révélations, moi j'avoue avoir été un peu déçu. Si on peut garder le visuel de base des primes, s'il vous plaît, petite demande. For Night of Apocalypse. Oui, c'est vrai, ouais. Je glisse l'info, voilà. C'est vrai. Et en fait, un jour, il y a une jeune fille très mystérieuse qui va débouler dans la caverne de l'un des Seven Deadly Sins qui s'avère être Meliodas, qui est en fait un garçon exubérant qui parcourt le monde en compagnie de son petit cochon qui parle. Oui. Et en fait, cette jeune fille n'est autre que la princesse Elisabeth qui voulait vraiment retrouver les Seven Deadly Sins pour sauver son royaume. En réalité, en fait, ce sont les seuls qui ont le
pouvoir, la force, la capacité de tenir tête aux chevaliers sacrés qui ont fait prisonnier le roi et qui ont asservi l'intégralité du royaume. Et donc en fait, on se retrouve avec cette jeune fille qui a un besoin fort de justice, d'équilibre, de liberté, et qui ne voit chez les Seven Deadly Sins l'unique moyen de sortir d'une situation compliquée. Et d'ailleurs, au-delà de fortement les inciter à l'épauler dans sa résistance, elle va leur rappeler leur ancien devoir de chevalier sacré, leur obligation qu'ils avaient avant d'être déchus. Ce que j'adore avec Seven Deadly Sins, c'est toute la dimension que met en avant Camus, c'est le fait de dire non au régime. Je sais pas si tu te souviens, au tout début du manga, on a l'apparition du premier méchant, qui est Gilter. Ouais, Gilter, c'est ça Cheveux roses, bref. Ah oui. Alors oui. Oui, Gilles Thunder. Oui, Gilles Thunder. Oui. Gildunder, oui. Et en plus, je crois qu'il est il est fiancé à la sœur d'Elisabeth. Oui, il y a une histoire, effectivement. Et pour mettre en scène cet ennemi, on met en confrontation donc Méliodas et Elisabeth face à un village qui est obligé de payer l'impôt et qui est complètement assujetti à Gilthunder. Et justement, il va y avoir une confrontation forcément entre Méliodas et donc le chevalier sacré qui apparaît corrompu. Et Méliodas va lui dire qu'il peut dire non. Et au moment où Gilthunder va dire non, il va redevenir libre, il va redevenir lui-même et ne va plus avoir honte, comme pourrait l'entendre Nietzsche. Il va être celui qui décide de sa propre destinée et donc fait volte-face, à nouveau pour reprendre les termes de Camus, face au régime en fait qui s'avérera complètement tyrannique malgré ce que laissent apercevoir les apparences. Voilà. Et face à un royaume où il y a une mauvaise foi totale, eh bien, en fait, les Seven Deadly Sins sont un peu ceux qui vont montrer une voie, celle de la résistance. Et The Seven Deadly Sins, notamment dans sa première partie, c'est un appel à savoir dire non quand la personne ou le régime en face de vous est un régime tyrannique. Bref, c'est une belle manière d'interpréter le libre arbitre. Mais surtout qu'en plus de ça, je te coupe, excuse-moi. Non, bien sûr. Mais on retrouve vachement ce truc dans le spin-off Fourth Night of the Apocalypse, je crois, avec le personnage de Perceval, justement, qui passe son temps. Alors, on en revient, Perceval débarque, il est hyper candide, donc je vous invite à aller écouter l'épisode sur la naïveté. Mais du coup, très rapidement, en fait, il va être confronté à devoir faire des choix et c'est très sous-entendu dans l'animé, parce que j'ai regardé l'animé, j'ai pas lu le manga, mais c'est très sous-entendu comme quoi il va devoir s'opposer au royaume de Camelot. De Camelot. Il va totalement s'opposer face à nouveau à un régime tyrannique dont le roi est une certaine personne que vous connaissez très certainement si vous avez lu le manga principal, mais il suffit de connaître la légende de Camelot, hein. Voilà, mais on n'ira pas plus loin. Mais en tout cas, à nouveau dans cette idée de but performatif vers un monde meilleur, voilà. Effectivement, si chaque personne se révolte, ça permet d'aller vers une société meilleure, puisque il y a un aspect critique. On a conscience de nos actes et on a conscience du rapport qu'on a avec chaque chose qui est décidée par d'autres. Français, révoltez-vous, c'est le moment. À la Bastille, camarades. Sur un ton beaucoup plus optimiste, quelqu'un avait justement parlé de libre arbitre pour un monde meilleur bien avant tous ceux que l'on a cités auparavant, qui est Concon, Fufu, Sucius, Confucius. Par contre, commencer par l'appeler Concon, c'est chaud quand même. Non, je respect à lui et toute sa famille, bien évidemment. Bah, je sais pas s'il avait une famille, par contre. Ah, Mais oui, dans les enseignements de Confucius, le libre arbitre est étroitement lié à la notion de reine
aucun rapport avec Hunter x Hunter, souvent traduit par bienveillance, humanité ou encore la vertu. Pour Confucius, l'idée centrale, c'est que les êtres humains ont la capacité innée, paraît-il, de cultiver leurs vertus et d'agir de manière juste et bienveillante envers les autres. Nous sommes en 2024, je cherche encore la bienveillance dans ce monde. Mais si, ça va le faire, t'inquiète. Il y a forcément du bon dans chacun de nous. Pareil. Et en fait, dans les Entretiens, qui est l'œuvre compilant les idées de Confucius et qui est transmise depuis 200 ans avant Jésus-Christ, donc c'est vieux, Confucius insiste sur la nécessité pour les individus de cultiver leur propre caractère et de s'engager activement dans l'amélioration du soi. Il encourage ainsi la pratique de l'introspection et de la réflexion constante sur ses propres actions et motivations. À travers cette approche, il va mettre en lumière une conviction selon laquelle le libre arbitre réside dans la capacité des êtres humains de choisir délibérément d'agir en accord avec des principes moraux, et là ce mot est extrêmement important, plutôt que de se laisser guider par des désirs égoïstes ou des impulsions irresponsables. Pourquoi je vous ai dit que le mot moral a son importance ? Tout simplement parce que la morale, qu'on abordera dans un autre épisode dans la saison prochaine, je pense, il faut la considérer non pas comme un jugement de valeur, comme on peut l'entendre parfois. Ouais, bien ou mal, c'est pas moral en fait. C'est ça. En fait, ça, c'est un jugement de valeur, mais la morale, c'est plutôt un code de conduite à appliquer en société. D'accord. Donc en gros, si j'ai bien compris, la société dit que ça c'est bien, ça c'est mal, donc la société définit une morale. C'est ça. D'accord. Et donc en fait, pour Confucius, le libre arbitre, c'est justement notre capacité à agir selon ce code de conduite qu'est la morale sociétale, sans se laisser guider par nos pulsions égoïstes ou irresponsables ou dangereuses, ce que vous voulez. Mais en plus de ça, il va plus loin parce que pour lui, c'est pas un simple exercice de volonté individuelle, mais ça implique un véritable engagement des individus envers les normes sociales et pour avoir des relations interpersonnelles harmonieuses avec les autres. Bonjour. En fait, pour lui, le libre arbitre est étroitement lié à l'idée de responsabilité morale qu'on a abordée dans l'épisode précédent, Oh mon Dieu. envers la société et envers autrui. Donc, nos actions ont des conséquences par rapport au monde, Ouais, mais aussi des conséquences par rapport aux gens qui nous entourent. exactement. Oh mon Dieu. Des conséquences pour lesquelles nous sommes responsables. Ah, mais Bon. la petite araignée est de retour en fait. Petite araignée. Je vais finir par m'en faire une chanson. Je t'en supplie. Je vais demander à Damien de me faire un truc. Et du coup, en fait, ce qui est hyper intéressant avec cette vision du libre arbitre, que moi je considère assez utopique en réalité, c'est qu'on la retrouve dans un manga que vous connaissez très certainement, que nous aimons tous énormément, qui s'appelle Vinland Saga. Yeah, je suis un viking. C'est vrai que t'en as vachement l'allure. Ouais, je suis chauve. Mais ils avaient des cheveux et des tresses. Putain. Putain, t'as raté un truc là, mon gars. Ouais, putain, j'ai loupé ma carrière. Mais du coup, Vinland Saga, de quoi ça parle ? Alors, on suit Thorfinn, un jeune viking islandais qui va accompagner son père réquisitionné en fait de force par l'armée du roi du Danemark pour attaquer je sais plus qui. Et en fait, lorsqu'il va arriver sur les lieux, sur les lieux qu'il est censé attaquer, il va se retrouver face à un équipage qui est dirigé par un autre viking en mercenaire qui répond du nom d'Askeladd. Le père de Thorfinn était quand même réputé pour sa puissance. Et en fait, en voulant de mémoire protéger Thorfinn, il va se sacrifier et va être tué par Askeladd. Et là, Thorfinn, qui est encore un enfant, ne va avoir plus qu'une seule idée en tête, se venger, et venger son père et redorer le blason de son père et son honneur. Il va donc enchaîner les combats et les missions dangereuses pour Askeladd, espérant ainsi retrouver sa liberté, et surtout, espérant avoir le droit d'avoir sa tête, tout simplement.
Et en fait, tout au long de son début d'histoire, hein, Thorfinn, lui, on va passer d'un petit garçon qui est quand même très enjoué à un jeune homme qui est extrêmement dur, froid, et même glacial en fait. Il gagne en maturité et plus on va avancer et plus en fait les choses vont changer, évoluer. Et il va, lui, en grandissant, il va se rendre compte que les choses ne sont pas forcément ce qu'elles pensent être, surtout lorsqu'en réalité son but premier, eh bien, va disparaître. La zinzinade, la pure zinzinade avec ce manga, c'est justement ce shift qui se passe entre la vengeance qui anime le personnage pendant une dizaine de tomes, Ouais. et d'un coup, et c'est là où effectivement Confucius a un certain écho par rapport à ce qui se passe dans ce manga, c'est que il va se passer un événement en particulier. Et à ce moment-là, Thorfinn va décider que la vengeance ne va pas déterminer sa vie et que plutôt, il va essayer de réfléchir à son collectif, à ses propres aspirations, Ouais. mais d'une manière sereine. Et une des phrases les plus connues du manga, c'est « Je n'ai pas d'ennemis ». Mais justement, outre le fait qu'il ne veut plus combattre, cette phrase montre qu'il pense maintenant à lui et pas aux autres. Quand il dit « je n'ai pas d'ennemis », ça veut dire que la personne qui occupe mes pensées maintenant, c'est moi, mes proches et ma communauté. Et on le verra par la suite, il agira pour le bien de sa communauté parce qu'il l'a choisi. Ouais. Là où la vengeance était une sorte de déterminisme, comme Tout à fait. ce qu'on pouvait avoir avec Spinoza. Mais c'est très lié à l'époque aussi. Hein. Tu tuais mon père. Mon devoir en tant que fils, c'était de venger mon père. Et on le retrouve par exemple dans le dernier manga de chez Kurokawa, justement, Les Chroniques de la mariée de la Bretagne. Oui, excellent manga aussi, très très beau. Ouais, on retrouve justement cette notion-là. Pour ceux qui l'ont pas lu, on se retrouve dans une Bretagne du Moyen-Âge qui a été confiée à un duc qui a réuni tous les clans bretons sous un même drapeau, etc. Et au milieu de tout ça, en fait, il y a un chevalier qui est au service de ce duc qui se retrouve blessé. Et en fait, il demande à son... Écuyer. Voilà, merci. Il va demander à son écuyer de retrouver un ami à lui et sa fille dans le but de marier cette fille au fils du duc qui a moins d'1 an. Le problème, c'est que le jeune écuyer part à la recherche du dit ami. En fait, il va retrouver sa trace à une compétition de chevaliers. Et lorsque le dit chevalier enlève son casque, il réalise qu'il y a un petit problème d'âge. Il y a un petit souci. Et en fait, de fil en aiguille, on découvre qu'en fait, on est plongé dans une quête de vengeance, de comprendre ce qui s'est passé, quelle est la réalité, et que visiblement, il y a tout un complot dans le tas, il y a un complot dans l'histoire, parce qu'au final, les informations liées au décès de l'ami du chevalier sont cachées. D'accord. Tu vois ? Donc il y a tout ça. Que ce soit dans Vinland Saga ou dans les Chroniques de la mariée de Bretagne, on retrouve ces deux notions de j'ai un parcours qui est déterminé par rapport à l'époque historique, qui veut qu'on crie vengeance dès que notre honneur a été entaché. Et dans Vinland Saga, on est plus loin dans l'histoire où au final, l'individualité de Thorfinn a pris le dessus pour que lui puisse prendre ses décisions uniquement en fonction de lui. Alors que les Chroniques de la mariée de Bretagne, on n'en est pas encore là. Wait and see. Exactement, puisqu'il n'y a qu'un seul tome dispo chez Kurokawa qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Alors, pour conclure cet épisode passionnant, là, que ce soit sur la chronique de la mariée de Bretagne ou sur Vinland Saga, on est sur des époques moyenâgeuses, etc. Totalement. Mais je t'invite à me suivre et voyager dans les myriades du temps. J'ai essayé de faire le générique de Doctor Who, ça n'a pas marché. Et arriver à notre époque actuelle, voire à anticiper un peu le futur, Ouais. puisque le libre arbitre, au final, c'est une question qui a toute son importance aujourd'hui, à l'aune des nouvelles technologies. On en parlait sur un épisode précédent, l'arrivée par exemple de technologies comme Neuralink, où on met des puces dans le cerveau. Le libre arbitre, au final, par rapport à la science, est remis en doute. Et forcément, est-ce que s'en remettre aux nouvelles technologies, c'est abandonner son libre arbitre? Et du coup, Karna, est-ce que, selon toi, il y a des œuvres
notamment manga, qui traitent de libre arbitre par rapport aux technologies. En fait, pour moi, il y a 2 titres qui abordent justement ce sujet-là. Donc, il y a le grand classique Ghost in the Shell, qui a été, en plus de ça, adapté en film par Hollywood. Voilà. Vous avez entendu un fond sonore Cinemax. Mais chez Kiyun, il y a également un autre titre un peu plus confidentiel, que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Lonely World. À l'heure actuelle, on a 4 tomes de dispo. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui se réveille dans une société où il n'y a que des robots. L'humanité a totalement disparu. Sauf que elle est persuadée de pouvoir retrouver des humains puisqu'elle a des souvenirs de son papa, de sa maman. Et en fait, elle réalise rapidement que cette société robotique, à l'origine des origines, elle avait été conçue pour satisfaire le moindre besoin de l'humanité, la moindre envie, etc. Et donc, on va tourner autour de ça et on va aller plus loin, puisque là, dans le 4e tome, on rencontre le roi de cette cité qui est complètement barré et qui cherche qu'une chose, c'est avoir le contrôle absolu justement sur cette cité robotique qui se veut être une utopie absolue. Ok. Et c'est drôle parce que les robots qui servent les humains, alors on quitte totalement le média manga, mais en fait c'est un peu ce que raconte Wall-E Tout à fait. d'une certaine façon. Quand Donc on Wall-E, a iRobot. Oui, c'est vrai, il y a iRobot. Et ce qu'amène aussi la science et les nouvelles technologies, par exemple à nouveau avec Neuralink, blablabla, c'est le côté entrepreneurial des technologies. Quand la technologie est entre les mains d'une multinationale qui a de mauvaises intentions, forcément ça assujettit les habitants qui dépendent de ces technologies. Et je pense à l'animé toujours disponible sur Netflix, Cyberpunk Edge Runners. Puisque Ah oui. l'une des thématiques abordées, c'est justement le monopole ou l'oligopole qu'a certaines sociétés sur les technologies, et donc forcément, les protagonistes que nous suivons sont assujettis d'une certaine façon à ces technologies, puisque notamment notre héros principal va chercher à devenir puissant en accumulant encore et encore ces fameuses technologies qui sont soit construites par ces fameuses multinationales qui sont des complexes militaires plus qu'autre chose, ou sinon sont achetées sur le marché noir avec toute la dimension libertaire que cela a. Et que ce soit Ghost in the Shell, que ce soit Lonely World, que ce soit Cyberpunk ou Blade Runner, c'est que le cyberpunk, au final, utilise la notion de libre arbitre comme une composante même du genre, c'est-à-dire quel est le rapport du choix quand on est dépendant des nouvelles technologies. Mais du coup, ça me fait penser à ce manga de chez Kana, qui est d'ailleurs excellent, qui s'appelle Levius. Oui. Manga de combat, non, il me semble. Ouais. Alors, on est sur une histoire qui est quand même relativement sombre, puisqu'on est dans un pays post-guerre. Les conflits se règlent maintenant, que ce soit les conflits politiques ou quoi que ce soit, se règlent à travers des combats de sport, et un sport bien spécifique qui s'appelle la boxe mécanique. Et en fait, pour pouvoir faire de la boxe mécanique, eh bien, il faut que ton corps possède des morceaux mécaniques. Et pour passer d'un palier à un autre, tu vas avoir des exigences technologiques différentes. Et donc, à un moment donné, pour passer un certain palier, il faut que tes équipements mécaniques puissent utiliser ce qu'ils appellent l'eau des étoiles, qui est une espèce de carburant. Et sans ça, tu peux pas step up. Et donc, tu as cette dépendance à la technologie pour pouvoir évoluer. D'accord. Et donc, effectivement, plus on a la technologie, plus on a l'impression d'être libre. Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, il y a la question, en fait, dans Levius Est, enfin, dans Levius, de manière générale, puisqu'il y a 2 séries, donc c'est Levius Est et Levius... Ouest. Je crois que c'est ça. Non, vraiment. Je crois que c'est ça. Attends, que je te dise pas de bêtises. Non, t'as Levius Est cycle 1 et cycle 2. D'accord, ok. Donc t'as Levius 1, cycle 1, Levius Est, cycle 1 et cycle 2. Et en fait, t'as la question de, à force d'intégrer des morceaux robotisés, jusqu'où restes-tu humain? Jusqu'à quel point conserves-tu ton humanité?
Parce que tout au long de l'histoire, tu as... Alors déjà, les dessins du manga sont à tomber par terre. Vraiment, sont sublimes. Et t'as cette notion de... quelle est la frontière entre je reste un humain et je ne le suis plus. Et thème qu'on reprend de manière inverse avec Nier Automata, Ouais. qui est autant un jeu vidéo publié Oui. Qui est une sur vraie franchise, en fait. Voilà, qui est autant un jeu vidéo publié par Square Enix qu'un manga également disponible chez Kurokawa, dont il y a 3 tomes de souvenirs. Et justement, où à l'inverse, on se demande, est-ce que des robots ont un libre arbitre et est-ce que l'humanité se définit par un corps fait de chair ou par la possibilité de faire des choix qui sont propres? C'est ça. On retrouve ce questionnement aussi dans Lonely World. Lisez Lonely World, lisez Nier Automata, Lisez Levius. lisez Levius, bouffez de la science-fiction, bouffez du cyberpunk. Au final, le libre arbitre, on l'a vu, c'est une définition au final qui est assez controversée, puisque chaque philosophe a sa propre conception, ce qui est normal en soi. Mais pour un même terme, les considérations peuvent être vraiment opposées. D'un côté, on a quelqu'un qui dit que c'est l'étape première pour être totalement libre, d'autres qui disent que c'est la liberté la plus totale, d'autres qui disent carrément que ça n'existe pas. Mais déjà, à mon sens, si tu veux vraiment mon opinion à titre personnel, pour pouvoir réellement définir ce qu'est le libre arbitre, il faut être capable de définir ce qu'est la liberté. Et la problématique de la liberté, c'est qu'en fait, que ce soit à notre époque, que ce soit dans le passé ou dans le futur, c'est que la liberté va dépendre d'énormément de facteurs. Et donc, au final, est-ce que moi, aujourd'hui, en 2024, j'ai davantage de liberté que une personne de mon âge, mon genre, dans les années 30? Ou est-ce qu'elle avait une liberté qui était totalement différente? Eh bien, justement, si tu veux avoir une piste pour répondre à cette question-là, je t'invite à lire Le libre arbitre face à la science d'Alfred Hermel, qui justement étudie la question du libre arbitre face aux enjeux contemporains, notamment D'accord. celui de la science, où la science tend à dire que le libre arbitre ne serait qu'une illusion de notre conscience. Et justement, lui met en exergue le fait que non, le libre arbitre n'est pas mort. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pouvoir faire des choix aujourd'hui? En tout cas, que ce soit le libre arbitre, enfin la liberté d'un point de vue politique, d'un point de vue moral, d'un point de vue de la société, etc. Ce sont des questions qu'on va essayer d'aborder dans de futurs épisodes. Merci énormément, Karna, Mais merci à toi, mon petit Max. pour cet épisode qui a soulevé beaucoup de questions, Ouais. encore plus que de réponses, et c'est ça la philosophie, c'est ça qui est bien. Philosophie, ça fait des nœuds au cerveau. Et voilà, la boucle est bouclée, Et oui, la petite araignée est de retour. et j'espère qu'elle continuera à tisser de nombreux liens. En tout cas, merci énormément à vous de nous avoir écoutés. Merci Si à vous. l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un message, à nous faire des retours, à laisser une 5 étoiles sur votre service d'écoute de podcast. Tout à fait. S'il vous plaît, notez-nous. Karna, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour cet épisode? Libre. Livre. C'est très bien. Ben oui. Non, si j'avais un truc à dire pour terminer, ce serait ayez conscience de vos propres limites, des limites de votre propre liberté pour pouvoir la faire évoluer. Écoute, c'est parfait. Enfin, c'est trop beau. Moi, je pense que l'un des points importants que j'ai déjà mis en avant avec la responsabilité, mais qui prend aussi son sens avec cet épisode, c'est comme on l'a dit précédemment avec Camus et Nietzsche, n'ayez pas peur de dire non. Si quelqu'un cherche à vous imposer quoi que ce soit, eh bien, peut-être que cette personne n'est pas légitime et dans des situations où la maîtrise est tyrannique,
il faut dire non, il faut se révolter et soyons, comme tu le disais, libres. Soyons libres. Bref, c'était Entre Pods. À nouveau, merci à toi Karna, Mais merci à toi, mon petit Maxime. en vous souhaitant une excellente journée, une excellente soirée. Et surtout, n'oubliez pas, le manga et les livres est partout. Il est dans les cases. C'était Entre Pods. Ce fut un plaisir de vous présenter cet épisode. Et à très vite pour de prochaines aventures. Tout à fait. On se dit à bientôt. Bye bye. Salut, ciao, ciao. Ciao. L'épisode vous a plu ? Vous souhaiteriez en apprendre plus ? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire, et à très vite pour discuter entre pods.